Sa femme, oui. Sa propre épouse, mieux. Le vicomte de Carcassonne, Raymond, Roger, Trencavel, dont les terres vont au-delà de la Méditerranée, en Terre Sainte. Sa maman est cathare. Son père, il ne l'a jamais connu. Il est mort il y a longtemps, à la guerre, en croisade d'ailleurs, en croisade en Terre Sainte. C'est sa mère qui l'a élevé. Or, sa mère est une hérétique revêtue. Pas bien loin de Montségur, un grand personnage, le comte de Foix, lointain ancêtre de Gaston Phébus. Sa sœur, la fameuse Esclarmonde, est devenue une prêtresse cathare. Si vous préférez, quand tous ces nobles mangent avec les cathares, couchent avec eux, l'Église romaine prend peur. Et donc à Montségur, on a des hommes, des femmes, qui sont des chrétiens, qui ont été chassés par l'Église, parce que ces hommes et ces femmes protègent les cathares, on les dépouille de leurs biens, et ces gens-là, quand on ne les a pas trouvés pour les massacrer, ils s'enfuient à Montségur. Sauf qu'attention, ces gens-là, ces hommes, sont des hommes d'armes pour la plupart, et ce ne sont pas des cathares. Ils viennent à Montségur, non pas pour prier, mais pour faire piller la note aux croisés. Et croyez-moi, ces chevaliers, ces arbalétriers, on les appelait les faillites, vont faire payer la note très cher aux croisés, pendant plus de 40 ans. Et donc à Montségur, dans ce village, tout là-haut, au sommet de la montagne, eh bien, j'aurais tendance à dire que l'ambiance devait être particulière. On rencontrait les deux extrêmes. Une ruelle, dans ce castrum, dans ce village fortifié, on rencontrait de braves gens que sont ces cathares qui tuaient rien, pas même un animal. Pas même. La ruelle d'après, on tombait nez à nez sur ce qu'on appellerait aujourd'hui des tueurs. Mais des hommes qui, le cas échéant, n'hésiteront pas à pratiquer les actes de torture. Donc vous voyez, à Montségur, c'est un peu ça. Une montagne couverte de maisons, avec deux types de populations qui se côtoient pendant une vie humaine médiévale, 40 ans. Les années vont passer. En 1242, le Languedoc est soumis. Il n'y a plus en Languedoc qu'un seul château qui résiste encore à l'Église et au roi, Montségur. En 1242, les événements vont se précipiter. Les hommes de Montségur, un commando, disent les textes, d'une trentaine de combattants, quittent de nuit Montségur et se rendent à Avignonnet, pas Avignon, hein, Avignonnet, c'est au port de Toulouse, il y a une sortie autoroute. Quand on veut payer un peu moins cher l'autoroute, les Toulousains ils sortent à Avignonnet. Je vous donne un truc pour les Bordelais. Voilà. À Avignonnet, on y apprend que sont réunis au grand complet, et il n'en manque pas un seul, tous les responsables du tribunal de la Sainte Inquisition. Vous connaissez les méthodes qu'utilisaient les inquisiteurs au XIIIe siècle. Malheur à vous si on soupçonnait de cacher des cathares ou d'être vous-même des cathares. Sous la torture, on n'est pas tous des martyrs. Hein. Pour que la torture s'arrête, on est prêt à avouer n'importe quoi. Il n'y a à Montségur pas un seul combattant, pas un seul homme d'armes, qui n'ait eu des membres de sa famille directs qui soient passés par les mains des inquisiteurs. L'occasion est trop belle. Le co-seigneur de la montagne, le gendre de Raymond de Péreille, son gendre, Pierre Roger de Mirepoix, va lever 30 hommes, de nuit, qui quittent Montségur. On nous précise d'ailleurs, armés de haches, pas pour aller en forêt. Ils se rendent de nuit à Avignonnet, ils se font ouvrir une poterne, ils remontent une ruelle, ils rentrent dans la domus, l'espace où dorment les inquisiteurs, leurs greffiers, leurs notaires, leurs gardes, et ils massacrent tout le monde. Pas un seul inquisiteur, notaire, garde de l'Inquisition n'en ressortira vivant. Il faut savoir que dans toute la longue histoire de l'Inquisition, ce sera une de très rares fois dans le monde où des inquisiteurs périront par acte de violence. Eh bien, c'est ce massacre des inquisiteurs d'Avignonnet qui va décider le pape, le dernier pape de la croisade. Il se nommait Honorius IV, d'envoyer cette lettre au petit Louis IX, futur Saint-Louis. Elle lui dit, alors, Dixit, hein, c'est pas de moi, hein, je ne me permettrai pas, on est bien d'accord. Elle lui dit au roi de France, il faut, c'est pas il faudrait, hein, on ne dit pas dans la diplomatie à ce moment-là, hein,
il faut que tu en finisses avec cette synagogue de Satan qu'est Montségur. Point. Honoris 4. Au mois de mai de l'an 1243, l'une des plus formidables armées de la croisade arrive par le col du Séguéla à Montségur. On parle de milliers d'hommes. Les historiens, d'une façon plus raisonnable, pensent que cette armée était forte d'environ 2000 à 4000 combattants. 2000 hommes, aujourd'hui, ça nous fait sourire, mais au Moyen-Âge, une armée de 2000 hommes, c'était déjà considéré comme une belle armée. Au sommet de la montagne, les défenseurs de Pierre-Eugène Mirepoix et de Raymond Pereille ne dépassent pas 200 hommes. On voit un peu ça dans les films, hein, ce genre de rapport de force. Et pourtant, ces 200 hommes vont combattre d'une façon tout à fait héroïque. L'armée croisée est commandée à ce moment-là par un chef de guerre qui se nomme Hugues des Arcis. C'est un expert des guerres de siège. On envoie à Montségur un professionnel de la prise de Châteaufort. Quand Hugues des Arcis arrive à Montségur, au pied de la montagne, il ne voit pas le château actuel qui n'est pas encore construit, mais il voit la montagne couverte de murailles. Et il ne vient pas en tant que touriste. Il a une phrase que nous ont rapportée les chroniqueurs du Moyen-Âge, les journalistes de l'époque, de notre époque. Il va dire à ses lieutenants ceci: je crois que nous allons avoir toutes les peines du monde pour nous emparer du Montségur, toutes les peines du monde. Et c'est vrai que, moi je dis toujours là-haut, que si ce rocher pouvait parler, alors il vous dirait qu'il se souvient des combats. Quand on monte à Montségur, ou même quand on prend la voiture et qu'on s'arrête au parking, juste pour voir la vue, eh bien on se trouve devant le lieu où il y a eu, voilà 800 ans, le plus long siège des guerres cathares, même en incluant des villes, et de grosses villes, que sont Toulouse et Béziers. Béziers, la première ville des Trencavel, où le grand Charlemagne, qui allait se casser les dents quelques siècles avant, va tenir face aux croisés une demi-journée. C'est à Béziers que vont avoir lieu ce terrible massacre, avec cette phrase célèbre pour beaucoup, hein, « Tuez-les tous, et Dieu reconnaîtra les siens ». À Montségur, alors cette phrase, bon, elle n'a pas été dite exactement comme ça, mais elle a été dite quand même. Hein. À Montségur, eh bien donc, ça n'est pas quelques mois qu'il va falloir, enfin quelques jours, mais 11 mois de combat. Pendant les 8 premiers mois, on va résumer, hein. Pendant les 8 premiers mois, les croisés connaissent l'échec. Alors qu'est-ce qui se passe? Il se passe que pendant 8 mois, les croisés attaquent le seul point faible de la montagne, le seul endroit accessible. Le seul endroit accessible, c'est l'endroit que les visiteurs connaissent, par lequel ils montent tous. Mais comme cet endroit est accessible, il y a 800 ans, il était doté de plusieurs lignes de murailles, dont aujourd'hui on les voit qu'au niveau des fondations ou par les drones, ou ici en numérisation. Contre ces murailles, ces tours, ces lys, eh bien les croisés vont aller se casser le nez, printemps, été, automne et hiver. 8 mois, des milliers d'hommes tenus en échec par 200 hommes qui verront quasiment aucun renfort pour rien. On n'avait jamais vu une telle chose de toute l'histoire de la croisade. On en fera un film même de tout cela. Et on est arrivé en hiver. Vous savez qu'en hiver, les armées médiévales, elles ne restent pas sur place. Elles repartent. Et puis là-haut, on est à 1200 mètres d'altitude. Et puis chez nous, en Ariège, en hiver, il peut faire froid. Un peu. Le problème, c'est que les croisés décident de ne pas partir. C'est en plein hiver que Hugues des Arcis, le chef de l'armée croisée, va lancer un véritable coup de main. On pourrait appeler aujourd'hui cela comme étant une opération de commando. On sait que les croisés ont recruté en Haute-Ariège une quinzaine de montagnards, des hommes rompus à l'art de la grimpe, des mercenaires. Avec une quinzaine de montagnards, les croisés vont attaquer la garnison de Montségur. Les 200 hommes, ils vont les frapper au moment où ces hommes vont s'y attendre le moins des 11 mois de combat. Et on va frapper cette petite garnison à l'endroit où ils vont s'y attendre le moins. Alors le moment de l'attaque. Pendant 8 mois, les croisés donc ont attaqué cette pente. Alors on va commencer par le moment d'abord. 8 mois d'attaque en plein jour. On a pris des habitudes dans les deux camps en 8 mois de combat. On va changer les habitudes. Côté croisé, on va lancer une attaque de nuit.
mais pas n'importe quelle nuit. Dans un camp et dans l'autre, ce sont tous des chrétiens. Et n'oubliez pas, qui plus est, ceux qui défendent les cathares ne sont pas cathares eux-mêmes. Ce sont des catholiques. Et on est au mois de décembre. Noël. Alors les textes vous diront les environs de la Noël. Mais ce sont les textes des vainqueurs. Et vous savez que l'histoire, elle est toujours écrite par les vainqueurs. Et il faut toujours donner dans le politiquement correct. Aujourd'hui, beaucoup d'historiens n'hésitent pas à traduire les environs de la Noël par la nuit de la Noël 1243. Maintenant, l'endroit de l'attaque. Puisqu'on ne peut pas passer par cette maudite pente à cause des murailles, on va attaquer les falaises. Mais on ne va pas attaquer n'importe quelle falaise. On va attaquer la falaise la plus inaccessible de toutes. On va attaquer l'endroit où l'ennemi se croit le plus fort. Ça se répétera plus tard dans l'histoire. Parce que c'est exactement où l'ennemi se croit le plus fort qu'au fond de lui, il attend le moins les attaques. L'endroit le plus fort de la montagne, eh bien, je vous en ai parlé tout à l'heure, le Pog se termine par une redoutable falaise. Au sommet, alors, cette falaise, elle mesure à peu près 80 mètres de verticale. Les grimpeurs pourront presque appeler ça du hors catégorie en grimpe. C'est très difficile à passer. Au sommet de cette falaise, il y a les bases d'une fortification. Cette falaise, aujourd'hui, les anciens au village de Montségur, ce lieu dit, je vous fais en français, il se nomme le roc de la tour. Parce que là-bas, il y avait une fortification. Cette fortification, il y a 800 ans, suivez-moi bien, elle verrouille tout le système défensif du castrum cathare. C'est donc le point le plus bas de toutes les défenses de la montagne. Mais quelle position! Parce qu'en 8 mois de combat, aucune attaque. Nada de nada, zéro. De la part des croisés contre cette falaise, c'est trop difficile à prendre. C'est ça que les croisés ont pris. C'est ça. Et donc les croisés vont passer par là. On sait que de nuit, ils vont pénétrer dans la fortification et égorger la garnison. 5-6 hommes, une tour. De là, les croisés font monter leurs catapultes. Ensuite, on nous dit, poutre après poutre, tirer à l'aide de câbles de corde, morceau par morceau. Pour éviter les contre-attaques, les croisés lancent au même moment des attaques sur l'autre côté de la muraille, de la pente, pour bloquer les contre-attaques des défenseurs. Et là, les croisés vont ouvrir un second front de combat. Les croisés vont prendre, à partir de Noël 43, l'une après l'autre, toutes les défenses secrètes qui barraient la montagne. Et ils vont arriver au milieu de la montagne, bloqués pendant quelques jours, devant une fortification dont on a retrouvé au niveau archéologique des vestiges, qui est la Barbacane. Une lourde fortification. Là va intervenir un autre personnage armé croisé, l'évêque d'Albi. Pourquoi je vous parle de l'évêque d'Albi? Parce qu'en plus d'être évêque, il est ingénieur militaire et grand charpentier. Et il est surtout maître charpentier dans la construction des machines de guerre. Oui, pour un évêque, ça paraît curieux. C'était le cas. C'est lui qui va demander à ce que l'on monte ces machines, poutre après poutre, les faire positionner devant la Barbacane. Pendant ce temps, les croisés vont tailler des boulets de pierre. Si vous, un jour, vous allez au musée de Montségur, vous verrez quelques-uns de ces boulets qui ont été prélevés sur la montagne. On a encore un champ de bataille là-haut, préservé du XIIIe siècle. C'est quand même quelque chose d'assez étonnant de voir ça à notre époque encore aujourd'hui. Et là, les croisés vont pilonner cette ligne. Elle va tomber, elle va être prise. Fin février, les croisés arrivent devant la dernière muraille, la muraille du Castrum. Si cette muraille tombe, alors ce sera le massacre. Car derrière cette muraille, il n'y a plus aucune muraille. Il y a les maisons, avec des femmes, avec des enfants, avec des cathares, avec des blessés. Et vous savez ce qui arrivait à une ville hérétique, prise de force. On pourrait se dire que les combattants, qui ne sont plus qu'une poignée, vont se rendre. C'est fini là. On est au 10e mois des combats. Et en février, on est en hiver. Quand j'étais étudiant à la fac à Toulouse, j'avais un prof d'histoire en archéologie. Il nous disait, mais de ce côté-là, Montségur, ce fut la résistance héroïque. Ils vont se battre jusqu'à la fin. Les croisés sont excédés par cette longue résistance. Alors ils vont approcher une dernière fois leur catapulte. Et pendant tout le mois de février, on précise, 2 jours comme de nuit, à la lueur des torches et des flambeaux, les catapultes croisées se mettent à bombarder cette ligne. Fin février, tout début mars 44, les croisés lancent la dernière attaque. Pour donner un peu de couleur à tout cela, on sait même que l'ultime attaque des croisés s'est faite contre cette position à l'aide d'échelles. Un sergent d'armes, Ponce de Lavelanet, un défenseur, a hurlé pendant l'assaut « Attention aux échelles !» Cet assaut a été repoussé, mais ce fut
l'assaut de trop. Raymond Pereille n'a plus assez de combattants en état et décide de se rendre. On va négocier avec les croisés. Les croisés vont laisser à Montségur 4 choses. Pour tous ceux qui ne sont pas cathares, la garnison, leur famille, et pour tous ceux qui, parmi les cathares, voudront bien renoncer à tout jamais au catharisme, alors ces gens-là garderont la vie. Il y a eu des survivants. Sans eux, on ne pourrait pas faire de conférence au Planat aujourd'hui, parce qu'on a aussi nos anciens combattants à Montségur qui ont témoigné, mais il y a 800 ans. Deuxième point, pas de prisonniers, pas d'otages. Troisième point, honneur et bien. Et quatrième point, à la demande des cathares, on accorde à Montségur 15 jours de trêve, c'est-à-dire 15 jours d'arrêt total des combats. Pendant 15 jours, Montségur va vivre ses derniers moments de paix. Beaucoup, pendant ces 15 jours-là, vont se préparer pour le grand voyage. Le 16 mars 1244, ce fut une journée terrible cette nuit-là, cette journée-là. À Montségur, alors qu'ils en avaient le choix pourtant, chose étrange, on n'aura pas un seul cas de foi cathare abjuré. Tous, préféreront sauver leur âme que sauver leur corps. Dans d'autres sites, on a eu des cathares qui ont eu, j'allais vous dire, qui ont eu la trouille. On n'est pas tous des martyrs le jour J. Là-haut, on n'aura pas un seul cas de foi cathare abjuré. Mais j'ai mieux que ça. À Montségur, on n'en a pas moins sur le bûcher. En plus, il va falloir ajouter plus de 20 noms d'hommes et de femmes catholiques qui auraient pu s'en sortir vivants. Eh bien non. Pendant ces 15 jours, ces hommes et ces femmes décident de choisir de rejoindre les cathares dans les flammes du bûcher. Montségur, c'est tellement fort cet endroit que c'est le seul lieu qui a souffert des cathares jusqu'à la veille même du bûcher. Le 16 mars 1244, ce fut le dernier jour. Les adieux, adieux aux femmes, aux enfants, aux amis. Voilà. On a une scène qui est assez touchante. C'est celle qui vous peint le vieux seigneur Raymond Pereille, en train de faire un dernier adieu à sa femme, Corbe, à sa fille Esclarmonde et à sa belle-mère, Marquiesa. Raymond Pereille fait un dernier adieu à leurs femmes, à ces femmes-là, parce que dans quelques minutes, elles vont brûler vivantes. Pas lui. On a même conservé son témoignage. Il n'est pas cathare. Souvenez-vous, hein, sa famille est cathare, comme celle du comte de Toulouse, ce n'est pas lui. Chose étrange, hein, surtout à notre époque, hein, on voit bien qu'il y a 800 ans, au sein de la même cellule familiale, dans le même foyer, et j'allais dire dans le même lit, deux confessions différentes formaient pourtant la même famille, hein, il y a 800 ans. Mais là, c'est fini. Alors on va prendre une route différente en fonction de vos opinions religieuses différentes. On a ouvert les portes, on a fait deux groupes humains, on a mis les cathares d'un côté, les non-cathares de l'autre, on a pris les cathares, des hommes, des femmes, on leur a fait descendre la pente que prennent aujourd'hui les touristes, et on les a conduits au pied de la montagne, à un lieu que chez nous, les vieux au village, continuent à appeler en occitan l'Ouprat d'Alcremas, ce qui veut dire en français le champ des brûlés. Au pied de la montagne, écrit Guillaume de Puylaurens, le grand chroniqueur croisé, fut creusé une gigantesque fosse, un trou. Ce trou, les croisés l'ont rempli de bois. Il dit, il nous avait fallu trouver beaucoup de bois sec pour voir tous les passer au feu du Tartare. Et puis on y a planté un enclos fait de pales et de pieux. Et contre cette bien vilaine palissade, on y a appuyé des échelles. D'où cette mention curieuse que vous lirez à droite à gauche. C'est que pour brûler, les cathares de Montségur ont dû se jeter eux-mêmes dans les flammes du bûcher. Le lendemain du bûcher, quand, poussé par les vents, la fumée noire du bûcher de Montségur va se dissiper à tout jamais au-dessus du pic, alors les survivants ont quitté la montagne. Je pense que parfois c'est compliqué d'être le dernier. Raymond Pereille va s'arrêter probablement devant ses cendres, dans lesquelles il y a celles de sa femme, sa fille, ses amis. Et on sait que, comme Michel Roquebert dit, l'un des historiens du catharisme, il a très bien pu avoir cette phrase en tête qui lui est venue. Nous tous, dit-il à ses lieutenants, pendant plus de 40 ans, nous avons pu défier les deux plus grandes puissances de notre époque, l'Église de Rome, la Couronne de France, et tout ça pour
pour en arriver à ça. Avec la fin de Montségur, ce fut la fin du catharisme. Il n'y aura plus jamais aucun château, ici ou ailleurs, qui prendront le risque de défendre les cathares les armes à la main. 800 ans après, ça n'est fini du catharisme. Le château, lui, par contre, il a continué. On va donner Montségur à de nouveaux seigneurs et qui vont faire sur les ruines cathares reconstruire un nouveau château. Mais maintenant, je vais laisser parler Tristan parce que j'ai trop parlé et je me fais gronder. Merci.